Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un tuto sur la verrerie, les techniques et les montages du chimiste. Attention, vous êtes prêts? Et c'est parti! Vous avez donc à droite, ça s'appelle un bicol et c'est ce qu'on utilise nous au lycée quand on fait la synthèse de l'acide benzoïque, puisque nous sommes dans le chapitre sur les synthèses organiques. Je vous rappelle que organique, c'est parce que les composés ou les espèces chimiques qu'on utilise sont principalement constitués de carbone et d'hydrogène. C'est pour ça qu'on parle de organique. Donc, en premier, on va revoir les consignes pour faire un schéma, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Les schémas de la verrerie sont des coupes transversales. Pas de 3D, ni de vue de dessus, ni sur les côtés et tout. Donc, vous n'êtes pas en art plastique. Vous êtes en chimie. Et la coupe transversale, c'est quand vous allez du haut vers le bas. Donc, vous faites très attention, parce que le chimiste n'est pas connu obligatoirement pour ses compétences en dessin. Donc, du coup, il y a un schéma à respecter. Ensuite, tout schéma doit être obligatoirement légendé. En gros, on pourrait résumer en disant pas de légende, pas de point, mais il y a un petit peu de ça. Donc, vous faites un trait simple à la règle qui va relier donc le schéma, la schématisation en question, par exemple, un bicol, là, comme vous l'avez vu sur la page d'avant, où il y aura marqué un trait, et puis bicol, tout simplement, bien écrit. Normalement, le schéma est fait au crayon à papier, pour deux raisons. La première, c'est que vous pouvez gommer. Donc si vous vous trompez, parce que des fois ça peut arriver, ou des fois on ne met pas trop à l'échelle. Donc du coup, il y a par exemple l'airline qui est un peu trop grand, ou vous avez des problèmes avec un réfrigérant. Donc c'est pratique de pouvoir gommer. Puis vous pouvez vous tromper. Et ensuite, c'est parce que comme vous faites votre TP en chimie, il y a des produits, il y a de l'eau. Si vous utilisez le stylo encre, il suffit qu'il y ait 2-3 gouttes d'eau, et à ce moment-là, ça fait des taches, on n'arrive plus à lire et tout. D'accord ? Ensuite, pour respecter les proportions, vous faites très attention, quitte à utiliser une règle graduée pour que vous sachiez que, entre, par exemple, pour 1 centimètre, là, vous allez dessiner votre ballon, alors que le réfrigérant, vous allez le mettre sur 2 ou 3 centimètres. Ça, il faut faire très attention, parce que souvent, quand vous dessinez une fiole jaugée, on a l'impression que c'est un airlaine, alors qu'une fiole jaugée, c'est un récipient qui a un long cou. Ça, c'est très important. Ensuite, le schéma il doit être réalisé avec soin. Donc là, j'ai fait exprès par moment que vous ayez des schémas comme moi, c'est fait au stylet, qui sont des fois qui tremblent un petit peu. Comme ça, au moins, vous comprendrez ce que c'est que d'avoir un crayon bien taillé et de ne pas hésiter à utiliser la règle. Alors, maintenant, un petit rappel, les pictogrammes de sécurité. Parce que quand on manipule en chimie, il ne faut pas oublier que vous avez affaire à des produits chimiques. Donc pour savoir s'il vous faut la blouse, les lunettes, les gants, ne pas oublier de rattacher vos cheveux, ça fait du bien de regarder les pictogrammes de sécurité qui sont sur les produits chimiques. Si tout d'un coup il faut être sous la hotte, au moins vous le savez. Donc là c'est un petit rappel sur les classiques qu'il faut quand même repérer. Bon, nous, évidemment, au lycée, ceux toxiques avec une tête de mort, vous ne les aurez pas. Vous avez souvent, nous, on a souvent des produits qui peuvent être toxiques et corrosifs et dangereux pour l'environnement. La plupart du temps, c'est les trois qui sont récurrents. Ensuite, on commence. Donc là, vous avez le célébrissime bécher. Donc de deux tailles différentes, on en a même des encore plus petits. Vous faites bien attention, le bécher, donc comme vous le voyez à droite, c'est une sorte de U et on rajoute un petit trait pour indiquer qu'il y a un bec verseur. Chaque fois qu'il y a un petit bec verseur, on rajoute ce petit trait à l'horizontale. Ensuite, vous avez donc l'airlaine. Donc l'airlaine qu'on utilise pour les dosages, certains dosages. Et donc, vous regardez le schéma. Alors, vous voyez que là, moi, j'ai fait exprès de vous montrer que les traits, là, on aurait peut-être pu utiliser un peu la règle, mais il faut vous entraîner. Hein. Et airlaine, ça s'écrit comme ça. Ensuite, vous avez donc l'entonnoir. Donc, l'entonnoir, très symétrique. Hein. Ça ressemble à une sorte de V. Et puis après, comme un verre à pied, mais sans le pied final, sans le support. Ensuite, vous avez donc l'éprouvette graduée. Donc là, vous avez 3 tailles différentes, c'est les plus utilisées. Donc quand elles sont en verre, il faut faire très attention, il faut les coucher dans les cuvettes pour éviter de les casser avec un coup de sac à dos sans faire exprès. Et ce sont des éprouvettes graduées, donc les graduations. Donc c'est quand même de la verrerie de précision, c'est pour ça qu'elle coûte un peu plus cher. Et vous n'oubliez pas,
le petit bec verseur. Maintenant, vous avez la coupelle. Alors, des coupelles, on a des coupelles en verre, on a des coupelles en métal, on a quand même un grand choix, facile à décider. Ensuite, vous avez la cuve à élution. La cuve à élution, c'est celle qu'on utilise. Alors, quand vous êtes au collège, c'est un pot de confiture. Quand vous êtes au lycée, vous voyez qu'on a des cuves un peu plus, alors, on va dire, jolies, et puis beaucoup plus épaisses vers le bas. Vous voyez l'épaisseur du verre. Donc ça, c'est la cuve à élution dans laquelle vous allez mettre donc votre éluant, et puis après votre plaque, une fois que vous l'aurez préparé. On met la plupart du temps par-dessus une boîte de pétri, la moitié de la boîte de pétri, pas en entier, que le couvercle. Et là, vous avez donc à droite 2 plaques de chromatographie qu'on a utilisées pour faire de la CCM sur les colorants alimentaires pour pouvoir les étudier et les identifier, par exemple, dans un mélange et leurs constituants. Donc, ça, classique, on le reverra après de toute façon. Maintenant, vous avez la piscette d'eau, donc 3 piscettes d'eau. Il y en a encore d'autres. Des fois, on utilise, donc, qui est celle de droite, elle a toujours de l'eau distillée. Alors que, par exemple, celle de gauche avec le bouchon rouge, on en a aussi avec des bouchons jaunes qu'on réserve à de l'eau du robinet. On n'a pas tout le temps besoin d'eau distillée. Comme vous verrez, il y a la photo, on a des fois besoin donc, d'une eau très pure. Dans ces cas-là, nous, on a un distillateur. Mais comme ça fonctionne donc avec de l'électricité, ça coûte un peu plus cher. Donc on jongle et on fait très attention. Donc vous voyez le schéma assez facile. Ensuite, donc là, la balance de précision, le sabot, vous regardez à gauche, vous voyez la coupelle de pesée et la spatule. Toutes les spatules sont utilisées dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire soit le côté un peu cuillère, soit le manche, parce que ça vous permet de prélever une plus petite quantité. Donc, de profil, puisqu'on doit faire des coupes transversales. Donc, la balance, ça sera un rectangle. Je pense que c'est facile à dessiner. Le sabot demande un petit peu plus d'entraînement. Le sabot, vous vous rappelez que c'est utilisé quand vous avez besoin de faire une dissolution. Vous allez donc peser le solide. À ce moment-là, une fois que vous avez pesé votre solide, vous devez tout transvaser dans la fiole jaugée. Donc pour éviter d'en mettre de partout, parce que comme vous avez pesé, vous savez exactement quelle quantité de matière, d'espèces chimiques vous avez mise, vous ne pouvez pas vous permettre d'en laisser sur le plateau de la balance ou d'en laisser dans le sabot. Donc le sabot vous sert et d'entonnoir et ensuite vous devez le rincer. Donc c'est beaucoup plus facile avec le sabot plutôt que la coupelle de pesée. Vous avez donc le schéma de la spatule à gauche. Ensuite, j'en ai oublié un, donc la propipette ou poire à pipeter ou pipeteur. Donc là, vous vous rappelez les explications, c'est-à-dire que quand vous appuyez, donc ça c'est ce que vous allez mettre sur votre pipette graduée au jaugé et que vous installez avec douceur et délicatesse. Et vous vous rappelez qu'il faut toujours défaire le montage pour ne pas casser l'extrémité de la pipette dans l'endroit où vous versez avec la propipette, c'est-à-dire, je vais vous le montrer ici. Voilà, faut faire attention. Donc, vous appuyez d'abord sur le 1, c'est-à-dire vous videz la poire à pipeter. Ensuite, vous installez votre propipette sur votre pipette. Et ensuite, vous appuyez sur le 2 pour aspirer le liquide jusqu'au trait de jauge. Vous vous rappelez, le ménisque est posé sur le trait de jauge. Et après, vous prenez tout votre petit montage et vous vous mettez au-dessus de la fiole jaugée. Vous vous rappelez qu'on ne prélève jamais directement dans une fiole jaugée. On prélève toujours dans un bécher. Ensuite, donc voilà nos 2 pipettes. Donc vous avez la pipette du bas qui est graduée. Donc le ménisque est posé sur le trait de jauge, ni en dessous, voilà, ni en plein milieu, posé dessus. Et vous avez la pipette jaugée. Elle a un trait de jauge qui est indiqué ici. Mais attention, là il n'y en a qu'un. Et le piège, c'est que vous avez des pipettes jaugées où il y en a 2. Donc dans ces cas-là, la quantité indiquée, si c'est une pipette de, par exemple, 10 millilitres, ça correspondra au liquide qui est entre les 2 traits de jauge. Donc il faudra bien faire attention et bien suivre le ménisque. Ensuite, le ballon à fond plat. Donc ça, c'est quand on peut le poser ou sur un cristallisoire et tout. Mais dans un chauffe-ballon, ça sera un ballon à fond rond. Ensuite, la célébrissime fiole jaugée. Donc vous voyez bien que là, elle a un long cou. Alors, on peut même rajouter ça si vous voulez. Et là, c'est là où vous avez le trait de jauge. Et c'est là où il faudra mettre votre œil. Puisque c'est très précis. Ça coûte cher en plus. Donc,
Ensuite, donc, le distillateur dont je vous ai parlé, donc pour fabriquer de l'eau distillée qu'on met après dans les fioles jaugées, c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas la gaspiller. Ensuite, vous avez l'ampoule à décanter, donc pour qu'elle tienne, je l'ai photographiée dans ce sens-là, mais vous voyez après à gauche comment on dessine. Alors pour les supports, vous êtes d'accord avec moi que là, c'est quand même mieux avec une règle. Vous voyez que l'ampoule à décanter, moi quand je la dessine, je mets les 2 petits traits en haut. Là, je vais les repasser en jaune, comme ça, vous voyez où je démarre. Après, il y a 2 demi-sphères. Après, de nouveau des traits parallèles, une sorte de V, qui est ici. Et après, vous avez, ça, c'est le robinet. Donc vous voyez comment il est dessiné. 2 traits qui se croisent. Bon, et vous n'oubliez pas le support, parce que votre ampoule à décanter, elle ne tient pas comme ça par magie dans l'espace. Hein. Voilà. Alors ensuite, la burette. Donc la burette, vous avez... Donc la burette, vous avez... comme elle est pareille, elle est grande, vous avez la photo de gauche pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous avez une photo ici du robinet, parce qu'on a des robinets en téflon, donc ça craint un peu moins, parce que ceux en verre, des fois, ils se coinçaient. Ensuite, vous avez 2 types. Alors, il y a celles-là qui sont bien, parce que vous avez la flèche qui vous montre exactement la lecture que vous devez faire. Alors que sinon, les autres, c'est le ménisque qui est posé dessus. Hein. Vous avez, voilà. Vous voyez bien qu'il faut faire attention où vous posez votre œil. Hein. Voilà. Donc là, des fois, faites un peu sur la pointe des pieds quand on n'est pas très grand. Ensuite, le chauffe-ballon. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit que là, eh ben, vous allez être obligé d'utiliser un ballon à fond rond. Parce que si vous n'utilisez pas un ballon à fond rond, à ce moment-là, eh ben, tout n'est pas bien chauffé. Donc là, il faut faire attention. Ensuite, bon, vous avez, alors dans nos cuvettes, vous pouvez avoir des coupelles, vous pouvez avoir des soucoupes. Bon, on ne va pas appeler ça cuillère à soupe, on va appeler ça spatule. Voilà. Ensuite, donc, vous avez les célébrissimes tubes à essai avec leur portoir. Donc là, on les met à l'envers quand ils sont propres et secs. Et du coup, quand vous les utilisez, moi, je les ai dessinés dans l'autre sens. Ensuite, vous avez le papier pH et son nuancier. Donc, vous voyez ici comment on dessine. Je vais changer de couleur. Voilà. Le papier pH. Par contre, vous faites attention, hein, parce que le papier pH, on le met ici, sur le pourtour. Ensuite, ça coûte cher, c'est toxique. Donc, conclusion, vous utilisez 1 cm, mais à partir de 2 cm, habituellement, vous allez avoir le prof qui va râler. Hein. Donc, 1 cm, ça suffit amplement. Et vous déposez une petite goutte dessus, parce que si jamais vous en mettez trop, à ce moment-là, vous pouvez avoir le liquide qui va pouvoir couler, parce que le nuancier, vous ne le laissez pas là. Hein. Vous installez bien comme il faut dans la cuvette, dans la soucoupe. Donc là, voilà, vous êtes comme ça, et c'est là où vous mettez le papier pH. Comme ça, si vous renversez du liquide, si vous en mettez un peu trop, il va ici. Et à ce moment-là, vous pouvez, parce que souvent vous comparez, vous risquez d'avoir 4-5 morceaux de papier pH, et il n'y en a aucun qui sera pollué par le liquide que vous avez versé sur le premier papier pH. Donc ça, c'est une astuce. Ensuite, donc, vous avez le papier pH, donc il y en a, ça va jusqu'à de 1 à 9, celui-là, c'est de 1 à 14. Ensuite, le bain-marie pour tube à essai, donc on en a, donc là, il est vide, hein, mais normalement, il est rempli avec de l'eau jusque par là. Et vous avez donc la résistance chauffante. Et tube à essai, on les met par le haut. Ensuite, vous avez le célébrissime verre à pied. Donc là, facile à dessiner, hein, un V avec un trait. Nous, on les utilise aussi comme verre à pied poubelle pour vous éviter de jeter n'importe quoi dans l'évier et de pouvoir après, à la fin de la séance, d'aller remplir le bidon et de les mettre aussi au bon endroit, les déchets. Alors, l'électrolyseur, donc, là, c'est physique et chimie. On peut dire un petit peu associé. Donc là, vous avez donc ce qu'on appelle les électrodes, les petites tiges, hein, elles s'appellent comme ça. Ensuite, vous avez le cristallisoire. Donc, il ne s'appelle pas le plat, même quand vous avez faim. Et c'est du vécu. La pipette Pasteur, donc vous l'avez ici. Vous avez la spatule. Voilà, donc comme ça, au moins, vous voyez à quoi ça ressemble. Et faites très attention, une pipette par flacon. On ne passe pas de l'un à l'autre parce que sinon, vous les polluez. Alors, quand c'est du nitrate d'argent, voilà, on a tendance à râler suivant les produits. Et vous pouvez aussi fausser tous vos résultats. Hein. Donc, une pipette, une espèce chimique.
Et là, c'est pour vous montrer aussi, ça c'est pour vous montrer la dilatation pour illustrer la dilatation des océans avec la température. Là. Et donc, vous avez donc un bouchon et vous avez donc le ballon à fond plat. Et vous voyez ce qui est en rouge là, c'est pour voilà. C'est pour maintenir, parce que comme il est dans l'eau, vous avez donc la poussée d'Archimède qui s'y rajoute et vous avez des fois le ballon qui tient pas bien en équilibre. Donc là, à ce moment-là, il est lesté. Alors là, c'est pour vous montrer encore d'autres matériels qu'on a. Vous avez la plaque électrique, et là, vous avez un bécher. Là, j'avais chauffé du chou rouge coupé en morceaux avec de l'eau. Ça fait un magnifique indicateur coloré. Extraordinaire. Ensuite, vous avez donc là les thermomètres, parce que nous, on en a deux, trois variantes. Vous voyez donc sous coupe, voilà, le thermomètre, il est là. Hein. On va changer de couleur. Voilà. Et vous le retrouvez donc ici. Voilà. Maintenant, résumons la verrerie. Parce qu'on vient de voir plein de verreries. Mais là, exactement, comment il faut la classifier? On va la classifier, on va dire, en trois parties. La première, c'est la verrerie de prélèvement, avec quelques autres qui servent aussi quand même, qui concernent le prélèvement. Donc vous avez le sabot, c'est pour prélever un solide. Vous avez le bécher pour les liquides. Vous avez la coupelle de pesée pour les solides. Vous avez l'herlaine, tube à essai et portoir qu'on peut rencontrer. Ça peut être pratique parce qu'on voit à peu près quand vous mettez 1 ou 2 millilitres. Donc on peut des fois prélever du liquide aussi. Vous avez le ballon à fond rond, le ballon à fond plat. Vous avez le cristallisoire qui ne s'appelle pas le plat même quand vous avez faim. Vous avez le verre à pied et l'entonnoir. Donc ça, c'est ce qu'on utilise pour le prélèvement. La verrerie de précision. Donc ça, très attention. Si c'est précision, c'est où il y a un trait de jauge, où vous avez des graduations. Éprouvette graduée, graduation. Fiole jaugée, un trait de jauge. Pipette jaugée, un trait de jauge ou deux, pipette graduée, des graduations, la burette, des graduations. Ensuite, l'autre matériel, parce que c'est des fois difficile de le mettre dans les deux parties au-dessus, c'est que vous avez donc la propipette, l'ampoule à décanter, le tube ou colonne de Vigreux que nous allons voir un peu plus loin, le réfrigérant à eau, alors en sachant qu'il y a à eau et le réfrigérant à eau et à boule, comme je viens de le marquer. Ensuite, vous avez la balance, l'agitateur magnétique, la plaque chauffante, le valet pour surélever. S'il y a l'agitateur magnétique, il faudra qu'il y ait le turbulent ou le barreau aimanté. Donc là, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de choses. Donc là, vous rappellerez verrerie de prélèvement, verrerie de précision et divers. Maintenant, les différentes techniques de séparation, d'extraction. Isolée, on parle aussi. Alors, vous avez, on va dire, 4 techniques principales. Il y a la décantation, c'est pour un solide et un liquide, donc pour les séparer. La filtration, qui peut être utile pour un solide ou un liquide, quand tout d'un coup vous avez... si c'est des cailloux avec de l'eau, c'est facile la décantation. La filtration, elle ne servira pas à grand-chose. Par contre, si vous avez un solide qui est en suspension, vous voyez bien qu'il y a quelque chose, mais ça sera difficile de les séparer, la filtration sera obligatoire. Quand vous devez séparer deux liquides non miscibles, imaginez huile et eau, à ce moment-là, c'est l'ampoule à décanter. Ils n'auront évidemment pas la même densité et il faudra la connaître pour savoir qui est en haut ou qui est en bas. Et pour séparer deux liquides miscibles, là par contre, on le fait avec une distillation. On utilise le fait que les deux liquides n'ont pas la même température d'ébullition. Donc on chauffe et le premier qui passe, c'est celui qui a la température d'ébullition la plus faible. Alors une petite remarque, mais je vous la ferai en temps et en heure. Donc voilà votre bécher. Et vous avez par exemple, vous allez mettre du jus d'orange. Donc vous mettez votre jus d'orange et vous allez voir que sur le dessus, il y a la pulpe. Et plutôt en bas, vous allez avoir le liquide qui va surnager. Donc là, c'est la pulpe. Alors il faut attendre un peu, mais c'est ce qui se passe quand vous faites un jus d'orange maison. Ensuite, quand on veut séparer deux liquides non miscibles avec une ampoule à décanter, je vous ai parlé de l'huile et l'eau, ça va très bien. Donc la phase inférieure, ça serait l'eau, bon, ça tombe bien, elle est bleue. La phase supérieure, ça serait l'huile, imaginez l'huile d'olive. Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que on sépare deux liquides non miscibles,
mais c'est utilisé dans une autre sous-technique qui s'appelle l'extraction par solvant. C'est-à-dire quand vous devez récupérer une espèce chimique qui est dissoute donc dans un solvant, mais ce solvant, vous savez que c'est pas si jamais vous voulez séparer les deux, vous pouvez l'évaporer, mais ça va pas être facile. Soit c'est parce que votre produit risque d'être transformé. Donc dans ces cas-là, vous cherchez un solvant dans lequel l'espèce chimique est plus soluble, donc dans le nouveau. Et à ce moment-là, et vous savez que donc ce solvant, il sera aussi beaucoup plus facile à évaporer. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la technique de l'extraction par solvant. Et après, quand vous avez à séparer deux liquides miscibles, comment vous faites? Imaginez, vous avez de l'eau mélangée à de l'alcool, et vous voulez que l'alcool. Ça arrive, par exemple, quand on distille du vin, voilà, on veut récupérer l'alcool. Donc à ce moment-là, l'alcool, la température d'ébullition, c'est 79 degrés Celsius. L'eau, c'est 100. Bon, après, c'est vrai, il existe ce qu'on appelle un mélange azéotrope, mais ça, c'est pas du tout au programme. Donc à ce moment-là, vous voyez donc à gauche, vous avez les valets. Alors les valets, on les met des deux côtés, parce que si tout d'un coup, le chauffe-ballon chauffe trop, il faut qu'on puisse baisser le ballon à fond rond. Et si jamais vous avez votre bécher qui ça éclabousse trop avec toutes les gouttes qui tombent, il faut que vous puissiez le remonter plus haut. Donc c'est pour ça que le valet est indispensable. Donc vous revenez à gauche, vous avez bien donc le chauffe-ballon, vous avez votre mélange réactionnel, vous avez la colonne de Vigreux, donc qui est ici. Alors, colonne ou tube de Vigreux. Bon, du nom, s'il y a une majuscule, c'est que c'est un nom propre. Et vous avez ici le thermomètre. Parce que comme je vous l'ai précisé, on va séparer ces deux liquides grâce à leur température d'ébullition. Donc, il faut bien que vous sachiez. En plus, il doit être positionné de manière stratégique. Ici. Parce que votre liquide, il passe là. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est la circulation de l'eau, parce que ça, c'est très important. Il faut absolument que ça soit condensé. Donc là, par contre, voilà, la circulation de l'eau, j'en parlerai tout à l'heure, parce que ça, c'est important et il faut qu'on puisse faire le parallèle avec le montage du chauffage à reflux. Maintenant, la filtration. Comme je vous l'ai dit, quand on veut séparer un solide d'un liquide, bon, si la décantation n'est pas possible parce qu'on ne va pas réussir à récupérer tout ce qu'on veut, dans ces cas-là, on va utiliser la filtration. Donc la filtration, l'entonnoir, on met sur un Erlen. Vous avez aussi des fois, vous utilisez, alors on va mettre quelque chose, voilà, qui se voit bien. Donc vous avez un support, vous mettez votre entonnoir et vous avez donc ici votre bécher. Ça, c'est ce qu'on appelle donc un support. Et vous avez, je vais changer de couleur. Et là, vous avez le filtre. Voilà. C'est juste une petite particularité. Ensuite, il y a, quand on a besoin de faire une filtration un peu plus rapide et d'être sûr d'enlever le maximum de solvants pour éviter d'avoir, par exemple, un produit trop humide. Parce que nous, au lycée, on n'a pas un endroit, une étuve pour sécher les produits. Ça coûte cher. Donc, Alors, la filtration sur Büchner, c'est ça. Donc, vous avez l'entonnoir qui est ici. Et vous avez donc cet Erlen un petit peu particulier. Voilà. On met un filtre qui est rond et vous avez l'aspiration qui est ici. Voilà. Et puis là, vous avez l'eau qui sort. Et vous récupérez votre produit. Voilà, ça c'est le filtre rond dont on a besoin. Alors maintenant, les différentes techniques d'identification. Pour identifier un produit, parce qu'une fois que vous l'avez fabriqué, que vous l'avez séché, que vous l'avez nettoyé au maximum, il faut quand même vérifier que c'est bien celui que vous étiez censé obtenir et qu'il n'y a pas d'autres produits. Est-ce qu'il va rester des réactifs? Nous, on veut récupérer qu'un seul produit.
Donc il faut être sûr, s'il y a un deuxième produit, normalement par lavage successif, on va pouvoir l'enlever. Voilà, donc là, on a besoin de vérifier. Donc, pour la chromatographie sur couche mince, vous vous rappelez, cuve à élution, et vous avez vos plaques. Alors, on va voir un petit peu plus en détail pour que vous vous en rappeliez. Donc, vous avez votre plaque. Vous savez que sur la plaque, vous tracez un trait ici. Vous allez, alors, ce trait... Alors, donc, nous avons ici la ligne de dépôt. Donc, vous mettez, par exemple, un dépôt ici qui va s'appeler A, un autre qui va s'appeler B, un autre qui va s'appeler C. Une fois que vous l'avez mis dans la cuve à élution, vous vous rappelez que on met le couvercle de la boîte de pétri, vous avez la plaque qui est là, votre trait, et vous avez, alors je vais le mettre d'une couleur différente, voilà. Et ça, c'est là où il y a l'éluant. Attention, en aucun cas, la ligne de dépôt ne doit baigner dans l'éluant, parce que l'éluant, il doit être absorbé, il doit monter tout doucement par capillarité. C'est très très important parce qu'en fonction de l'affinité qu'il a à solubiliser les dépôts que vous avez faits, les taches vont monter à des endroits différents. Et c'est ça qui est important. Donc, on revient, vous imaginez que vous avez ici, à la fin, une tache qui est là, une tache qui est là, et le produit C, vous avez une tache ici et ici. Vous allez avoir là, à cet endroit-là, ça c'est le front du solvant, qu'on note toujours avec douceur et délicatesse. Car si c'est sur une belle plaque de chromato, ça va au niveau du crayon à papier, mais il faut quand même pas enlever la couche de gel de silice qui est dessus. Vous savez, le dépôt blanc là, la petite couche blanche. Et si c'est du papier, il ne faut pas le déchirer non plus, il est imbibé, donc douceur, délicatesse. Une fois que vous avez obtenu tout ça, il y a ce qu'on appelle, bon, quand vous voyez le nombre de tâches qu'il y a pour une espèce chimique, voyez que A, il y a une tâche, B, il y a une tâche, C, il y a deux tâches. Ça veut dire que A contient une seule espèce chimique, B contient une seule espèce chimique et C a deux tâches à la fin de la chromato. Donc, conclusion, c'est que C contient deux espèces chimiques. Après, il y a une caractéristique physique qui s'intitule le rapport frontal. Donc, le rapport frontal qui se nomme RF. Alors, si je fais par exemple RF de A, de l'espèce chimique A, c'est égal à H de A sur H de A. Mais qu'est-ce que j'ai donc écrit? Alors, ce que j'appelle, il me faudrait une règle, ce que j'appelle H, c'est la hauteur totale de migration. Donc, conclusion, H de A, c'est le même que le H de B, que le H de C, le grand H. Pas besoin de le marquer. Par contre, H de A, ça va être celui-là. Alors, ce que vous faites par contre, c'est que soit vous mettez au milieu de la tâche, et dans ces cas-là, vous mettez au milieu de la tâche pour tout le monde, soit si vous mettez en haut de la tâche, vous mettez en haut de la tâche pour tout le monde, pour comparer ce qui est comparable. Il faut prendre le même critère. Hein. Parce que suivant à quoi ressemble votre tâche, il y a des fois, on est obligé de s'adapter. Et là, vous mesurez. Ça va être... Alors, on va garder les critères habituels en classe. Ça, c'est en centimètres. Ça, c'est en centimètres. Donc, le rapport frontal n'a pas d'unité. Et vous allez trouver un chiffre obligatoirement inférieur ou égal à 1. Parce que soit vous avez migré tout en haut,
Et dans ces cas-là, bon, 1 divisé par 1, ça fait 1, quoi qu'il arrive. Donc une fois que vous avez ce rapport frontal, nous on a des sortes de bibliothèques, hein. Donc on a nos bases de données avec, pour tel éluant, telle espèce chimique va avoir un rapport frontal de temps. Et c'est comme ça qu'on peut savoir qui c'est, donc l'identifier. Maintenant, l'autre technique, et nous en avons un au lycée, c'est un banc Koffler. Le banc Koffler, c'est simple. Vous vous mettez à droite, vous voyez qu'il y a marqué 50 degrés Celsius. Vous vous mettez ici, vous mettez un tout petit peu de poudre là, voilà. Vous soulevez le capot, vous avez bien nettoyé. Ça s'étalonne, ça, hein, par contre. C'est un appareil, c'est indispensable. On a des poudres qui permettent d'étalonner gauche-droite, donc aux extrémités, pour être sûr que la température indiquée soit bien la bonne. Et vous, avec une spatule, vous déplacez avec douceur et délicatesse sur la plaque jusqu'à ce que tout d'un coup, votre solide fonde. À ce moment-là, vous déplacez le curseur, donc l'index du curseur, et vous pouvez lire sur le curseur mobile, vous voyez, voilà, curseur mobile, voilà, l'index du curseur, vous déplacez et vous allez pouvoir lire la température de fusion de votre espèce chimique. D'accord ? Donc on est bien d'accord qu'on lit θ, 600 degrés Celsius, voilà, fusion. C'est-à-dire que c'est bien du solide au liquide. Hein. Voilà. Et donc là, après, toujours pareil, on a nos bases de données. On sait que telle espèce chimique, comme pour la glace, hein, c'est 0 degrés Celsius. Voilà. Donc ça, c'est caractéristique d'une espèce chimique. Et ça permet de l'identifier. Après, n'oublions pas que nous, on a vu la spectroscopie infrarouge. Et ça sera donc aussi une technique d'identification. Bon, vu que l'appareil coûte très cher, on n'a pas, mais dans les exercices, vous avez bien les informations qui vous permettaient par contre uniquement d'identifier un groupe caractéristique. Mais si vous hésitez juste entre un acide ou un aldéhyde ou un alcool, le choix va être vite fait grâce à la spectroscopie infrarouge. Alors maintenant, le célébrissime chauffage à reflux. Ça vous permet de vous structurer et de ne pas de mettre un ballon par exemple beaucoup trop gros. Et vous faites tout ce que vous pouvez à la règle pour avoir le schéma dans les bonnes proportions. D'accord ? Donc d'abord, ce qui est à la règle pour vous aider. Après, par contre, on est obligé de rajouter la circulation de l'eau. Vous voyez avec la flèche, je vais le repasser en rouge, comme ça au moins vous verrez bien. Donc l'eau, il faut absolument qu'elle rentre par ici et qu'elle ressorte par là. Parce que l'avantage du chauffage à reflux, c'est que vous allez chauffer votre mélange réactionnel. Le mot mélange réactionnel est valable tout le temps. C'est très pratique. Si vous ne vous rappelez pas ce qu'il faut mettre, vous appelez ça mélange réactionnel, ça marche. Donc, vous avez notre mélange réactionnel et ce qui se passe, c'est que comme il chauffe, eh ben, vous allez avoir un peu des substances qui passent. Et à ce moment-là, il faut absolument que ça soit le plus froid possible pour condenser les vapeurs. Parce que finalement, à quoi sert un chauffage à reflux ? Le chauffage à reflux, il sert à chauffer sans perdre les réactifs ou les produits. Puisque vous recondensez les vapeurs qui voudraient sortir. Parce que regardez, c'est pas bouché en haut, hein. Là, il n'y a pas de bouchon, c'est libre. Donc, ça sert à ça. Alors, nous, dans notre programme, on avait 2 synthèses faciles à faire, faciles entre guillemets, c'était l'acide benzoïque et sinon, on pouvait refaire l'aspirine au niveau produit parce qu'il faut respecter la sécurité au maximum. Donc voilà ce que vous auriez eu comme matériel si on avait pu faire l'acide benzoïque. Donc à gauche, vous voyez que là par contre, on n'a pas qu'un réfrigérant à boules, on a ici ce qu'on appelle, voilà, on va écrire d'une couleur pour que vous puissiez voir, c'est une ampoule de coulée. Parce que vous pouvez mettre du liquide, nous ici c'est du permanganate de potassium, et vous avez un robinet à cet endroit-là. Et du coup, on fait couler, on utilise un bicol. Donc d'un côté, ça permet de chauffer. Voilà, quand vous chauffez un liquide, il y a un passage à l'état gazeux, et du coup, ça augmente la pression. Donc à ce moment-là, on ne peut pas fermer. Sinon, vous avez le bouchon qui saute, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc dans ces cas-là, on a le réfrigérant à eau qui est là pour condenser toutes les vapeurs, éviter que ça soit sous pression, et vous pouvez quand même rajouter un des réactifs.
Vous avez après, parce qu'une fois qu'on a obtenu tout ça, bon, on va le nettoyer, etc. Mais il faudra bien récupérer notre poudre et notre acide benzoïque. Il va se retrouver donc dans l'entonnoir. Et pour être sûr de le sécher au maximum, parce qu'après il va y avoir des calculs de rendement, ça fait partie d'une synthèse organique. Leur objectif, qui est le meilleur rendement. Et vous allez donc utiliser la filtration sur Büchner. Et bon, il ne faut pas oublier qu'on ne jette pas n'importe quoi dans l'évier, c'est pour ça que vous avez le bidon de récupération. Donc là, je vous montre le réfrigérant à boule un peu plus gros, et puis l'ampoule de coulée pour que vous compreniez, là, le robinet ne se voyait pas très bien sur la photo précédente. Ici, c'est votre cuve avec tout le matériel. Donc c'est là où vous voyez qu'il faut quand même bien connaître le matériel et à quoi il sert, le nom, la schématisation. Et donc là, vous voyez que au niveau du laboratoire, on vous met souvent, surtout quand on fait des synthèses, on n'a pas trop le choix, parce que tous les robinets sont utilisés pour le réfrigérant à eau. Donc à ce moment-là, on est obligé de se mettre au fond de la salle, où on vous met le système de filtration sur Büchner. Donc il faut gérer pour pouvoir vous déplacer. Donc le bidon de récupération. Maintenant, on résume tout. Donc, verrerie, technique et montage. Bon, déjà, il faut connaître le nom de la verrerie, nom, schéma, utilisation. Ensuite, parmi les techniques d'extraction, vous avez décantation, filtration, distillation. La décantation à 2 niveaux. C'est une décantation toute simple, c'est-à-dire vous n'avez qu'à attendre. Donc ça, c'est solide liquide. Soit ça surnage comme la pulpe, soit si c'est du sable et tout, ça sera au fond. Voilà. C'est utilisé, la décantation, énormément dans les stations d'épuration, pour le traitement de l'eau, des eaux usées. Ensuite, vous avez dans une ampoule à décanter pour séparer 2 liquides non miscibles. Rappelez-vous, huile et eau. Ensuite, les techniques d'extraction quand on a une filtration. Quand on peut utiliser une filtration, on va l'utiliser solide-liquide. Donc soit c'est une filtration simple, c'est-à-dire que votre solide, il est c'est une poudre et c'est pas qui peut rester en suspension parce qu'elle est très fine. Donc à ce moment-là, il vaudra plutôt utiliser la filtration simple. Et si jamais vous êtes un peu pressé et que vous voulez que votre produit soit aussi beaucoup plus sec, à ce moment-là, vous allez utiliser le Büchner. Et la dernière technique d'extraction, c'est la distillation. Ça, c'est quand on a de liquide miscible. Eau, alcool. Vous avez aussi pour le pétrole. La distillation est énormément utilisée. C'est pour ça que vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des raffineries, mais vous avez des colonnes de distillation de plusieurs dizaines de mètres de haut. Parce que justement, il faut pouvoir chauffer et séparer tout ce qu'il y a dans le pétrole. Alors, donc, nous venons de faire les techniques d'extraction. Maintenant, on résume les techniques d'identification. Donc, vous avez la CCM, la chromatographie sur couche mince. Ensuite, vous avez le Bank-Offler qui vous donne la température de fusion avec laquelle, comme je vous l'avais expliqué, on connaît les températures de fusion de beaucoup de solides. Donc, à ce moment-là, par comparaison, on peut identifier l'espèce chimique. En ce qui concerne la spectroscopie infrarouge, on ne peut que obtenir les groupes caractéristiques. Mais si vous hésitez entre un acide, un aldéhyde, une cétone ou un alcool, la spectroscopie infrarouge vous permettra de faire la différence. D'accord ? Donc du coup, c'est une information, mais qui, complétée avec une autre, peut vous permettre d'identifier l'espèce chimique. Et donc, ça, on en arrive au montage. Donc, le montage qu'on utilise pour faire les synthèses, aspirine, acide benzoïque, paracétamol, etc., c'est le montage de chauffage à reflux, qui permet donc de chauffer à une température en plus précise, tout en permettant de conserver les réactifs et les produits. Ils seront tous dans le mélange réactionnel, ils ne partiront pas sous forme de vapeur avec le chauffage. Alors que la distillation, elle, c'est fait soit pour séparer de liquides miscibles grâce à leur température de fusion, ou sinon il existe l'hydrodistillation ou appelée entraînement à la vapeur. Par exemple, vous mettez de la lavande, vous coupez en morceaux, feuilles, tiges, fleurs, etc. Vous rajoutez de l'eau, et l'eau
va passer sous l'état de vapeur et va entraîner l'huile essentielle avec laquelle elle n'est pas soluble, donc on n'est pas dans le cas de deux liquides miscibles, mais va quand même entraîner l'huile essentielle de lavande qui va se retrouver dans le bécher que vous avez à la sortie donc, du réfrigérant, celui qui est un peu en oblique là. Et c'est là-dedans que vous allez retrouver donc les densités n'étant pas les mêmes, l'eau en dessous et l'huile essentielle sur le dessus. Donc huile végétale, et ce qui est en dessous, c'est ce qu'on appelle de l'eau florale. C'est comme ça qu'on obtient de l'eau de rose. Voilà, donc vous voyez que donc, le montage d'hydrodistillation, très important. Donc là, on a tout vu. À bientôt et bon courage!